Nous allons commencer avec l'examen de l'année 2021. À la question 1, on prend E un ensemble non vide. On demande de choisir les bonnes assertions. L'ensemble des parties de E est une algèbre. L'ensemble des parties finies de E est une tribu. L'ensemble des parties finies de E est un anneau. Donc, il est important de vous rappeler dans le cours ce que c'est qu'une algèbre, ce que c'est qu'une tribu, ce que c'est qu'un anneau. On appelle classe toute famille non vide de parties d'un ensemble. Donc, si vous avez un ensemble E, voilà, par exemple, si on prend E égale à l'ensemble des réels, voilà, une classe est juste un ensemble constitué de parties de E. Donc, si je prends par exemple C égale A, je prends l'ensemble I, par exemple. Je prends R, par exemple. Je prends l'ensemble constitué de 0 et 1. Je prends l'ensemble grand N. Bon, c'est un ensemble de parties de E. On va dire que C est inclus dans l'ensemble des parties de E. C'est un ensemble non vide de parties de E. On va dire que C est une classe sur E. Voilà. Donc, une classe sur E, c'est juste un ensemble constitué par des parties de E. Donc, d'abord, il faut comprendre la notion de classe. Voilà. Maintenant, à quelles conditions une classe est appelée un anneau? Voilà. Une classe est appelée un anneau, bien un anneau booléen, s'il est stable par réunion et différence. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Stable par réunion et par différence. Ça veut dire que, voilà, un anneau, c'est une classe comment? D'abord, il faut être une classe. D'abord, il faut être une classe avant d'être un anneau. Voilà. Quand est-ce qu'un anneau est une classe? Donc, classe, c'est, disons, c'est la condition la plus faible possible. Voilà. Une classe, pour être une classe, il suffit qu'on soit un ensemble de parties de l'ensemble. Donc, une classe de R, par exemple, c'est un ensemble de parties de E. Maintenant, quand est-ce qu'une classe sera appelée un anneau? C'est lorsque cette classe sera stable par union et par différence. Voilà. Cela veut dire que quand vous prenez deux éléments de la classe, il faut que leur union soit dans la classe. Et quand vous prenez deux éléments de la classe, il faut que leur différence soit dans la classe. J'explique. Par exemple, prenons cet ensemble. Est-ce que c'est stable par union? C'est-à-dire, est-ce que l'union de deux éléments est encore dedans? Quand je prends l'ensemble vide et R, leur union, ça donne quoi? Ça donne R. Et R est toujours dans. On voit que le résultat de l'union est encore dans la classe. Quand je prends R union l'ensemble 0, 1, ça donne encore R, n'est-ce pas? Donc, et R est encore dans la classe. Je vois que, bon, peu importe la façon dont vous faites l'union, si vous prenez deux éléments ici, il y a un nombre quelconque d'éléments de C, et que vous faites leur union, ça donne toujours un élément de C. Donc, on va dire que C est stable par union. Maintenant, est-ce que C est stable par différence? On va voir ça. Quand je prends R, je fais moins privé, moins ici c'est privé. Quand on parle de différence, c'est privé. Est-ce que R privé de 0,1, est-ce qu'il appartient à C? On voit que R privé de 0,1 n'est pas un élément de C, parce qu'il n'y a pas ça dans la liste. Il y a l'ensemble, il y a R, il y a 0,1, il y a N, mais il n'y a pas R privé de 0,1. Donc, on voit que R est dans C, 0,1 est dans C, mais la différence de R et de 0,1 n'est pas dans C. De ce fait, ici, le C que j'ai donné là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un anneau. Non, ce n'est pas un anneau. Dans l'énoncé, le cours dit qu'un anneau, c'est un ensemble, c'est une classe d'abord. Un anneau sur E, c'est une classe sur E. Il doit être stable par quoi? Par union et par différence. Je vais vous donner un exemple d'anneau alors. Voilà. Je vais vous donner un exemple d'anneau. Si je prends l'ensemble A constitué par l'ensemble, le singleton 0, le singleton 1, par exemple, la paire 0, 1, prenons ceci. Voilà. On va voir que c'est un anneau sur N, sur l'ensemble des grands N. D'abord, il faut voir que A est inclus dans l'ensemble des parties de N. C'est pour dire que ça là c'est une partie de N, ça là c'est une partie de N, ça là c'est une partie de N. Donc c'est vrai que A est une classe d'abord sur N, puis c'est un ensemble de parties de N. Maintenant, est-ce que c'est ça par union et par différence? Bon, je vais ajouter l'ensemble vide. Bon, quand je fais 0, singleton 0, union singleton 1, ça donne 0, 1. C'est bon. Quand je fais singleton 1, union 0, 1, ça donne 0, 1. C'est bon. Quand je fais singleton 1, union, peu importe la façon dont je fais l'union, on reste toujours dans l'anneau. Donc, c'est stable par union. Donc, c'est stable par union. Mais est-ce que c'est stable par différence? Quand je fais, par exemple, singleton 0, privé du singleton 1, bon, ça va donner singleton 0, 1.
singleton 0 privé du singleton 1, ça va donner singleton 0. Donc, parce qu'on n'a rien enlevé dedans. Donc, on voit que ça, c'est encore dedans. Quand je fais, par exemple, la paire 0, 1 privé du singleton 1, ça donne quoi? Ça donne singleton 0, non? Puis on a enlevé 1 dedans. On voit qu'on reste toujours dans l'anneau. Je vois que peu importe la façon dont vous faites la différence, on reste toujours dans l'ensemble A. Donc, on va dire que ici, A est un anneau. A est un anneau. Donc, c'est ça. Donc, tout d'abord, je veux que vous compreniez la notion de classe. Et quand est-ce qu'on dit qu'une classe est un anneau? Donc, un anneau, c'est une classe qui doit être stable à la fois par union et par différence. Maintenant, voilà. Quand est-ce que un anneau est qualifié d'algèbre? Voilà. Un anneau sur E, c'est une algèbre sur E, c'est un anneau. Donc, une algèbre, pour être algèbre, il faut d'abord être anneau. Mais un anneau dans lequel il y a l'ensemble E lui-même. Je reprends l'exemple que je viens de prendre. Je disais que A était un anneau. Mais est-ce que c'est une algèbre? Donc, une algèbre, c'est juste un cas particulier d'anneau dans lequel, donc, je disais que A est un anneau, par exemple, sur N. A est un anneau sur l'ensemble grand N. Mais est-ce que N appartient à A? Il faut voir si N appartient à A. Est-ce que N est dans la liste? Est-ce que N est dans la liste? Non. N n'est pas dans la liste. N n'est pas dans la liste. Comme N n'est pas dans la liste, alors A n'est pas une algèbre. A n'est pas une algèbre. C'est un anneau, mais ce n'est pas une algèbre. Pour que ce soit une algèbre, il faut forcément que l'ensemble grand N soit dedans. Donc, si je veux le compléter pour avoir une algèbre, je peux définir l'ensemble grand B constitué par singleton 0, singleton 1, la paire 0, 1 et l'ensemble grand N. Voilà. Bon, mais si j'ajoute l'ensemble grand N, il faut que j'ajoute les différences possibles. Il faut que j'ajoute grand N privé de 0, 1. Parce qu'on sait que ça doit être stable par différence. Il faut que grand N privé de 0, 1 soit dedans. Il faut que grand N privé de 0 soit aussi dedans. Il faut que grand N privé de 1 aussi soit dedans. Donc, toutes les différences possibles, quoi. Donc, ça, là, c'est une algèbre. Parce que c'est d'abord un anneau, puisque c'est ça par union et par différence. Voilà. Dans lequel il y a l'ensemble grand N. Donc, on va dire que B est une algèbre sur quoi? C'est une algèbre sur N. C'est une algèbre sur grand N. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une algèbre. Maintenant, c'est quoi une tribu maintenant? Parce que ça, c'est le dernier niveau. C'est ce qu'on appelle une tribu ou bien un sigma anneau. Un sigma anneau ou tribu. Voilà. Les deux sont équivalents. Hein. Ce qu'on appelle sigma anneau et tribu sont équivalents. Voilà. C'est un anneau qui est stable par réunion d'innombrables. C'est un anneau qui est stable par réunion d'innombrables. Donc, ici, on impose que la réunion soit dénombrable. Alors que précédemment, au niveau de anneau, quand on parle de stable par réunion, c'est pas réunion finie. C'est-à-dire que vous avez le droit juste de prendre 2 éléments, par exemple, ou bien 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments. En tout cas, un nombre fini d'éléments de A. Voilà. C'est-à-dire que quand vous prenez un nombre fini d'éléments A, leur union doit être dans A. Alors que pour sigma anneau, on n'a pas besoin de prendre un nombre fini. On peut prendre en général un nombre dénombrable, c'est-à-dire un nombre infini mais dénombrable. Voilà. Ici, on peut prendre jusqu'à une infinité d'éléments, pourvu que l'infinité soit dénombrable. Voilà, d'éléments de. On peut prendre donc une infinité d'éléments de A, voilà, pour passer à la réunion. Donc, la différence entre tribu et algèbre, c'est que quoi? La différence entre tribu et algèbre, c'est que la tribu, quant à elle, elle est stable par réunion dénombrable. Alors que l'algèbre est stable juste par réunion finie. La réunion n'est pas dénombrable au niveau de l'algèbre. Donc, voilà en gros ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le cours. Donc, il faut savoir que, voilà, pour être un anneau, il faut d'abord être une classe. Pour être une algèbre, il faut d'abord être un anneau. Pour être une tribu, il faut d'abord être une algèbre. Donc, c'est de façon croissante en fait. De façon croissante, il faut donc maîtriser chaque définition pour pouvoir répondre à ces genres de questions. Maintenant, revenons à notre exercice, la question 1. Donc, on a pris E un ensemble non vide. On dit que l'ensemble P de E des parties de E. Donc, on prend l'ensemble des parties de E. L'ensemble des parties de E. D'abord, l'ensemble des parties de E, c'est une classe parce qu'il est constitué de parties de E, bien évidemment. Puis on a dit qu'une classe E, c'est un ensemble de parties de E. Donc, P de E, c'est aussi un ensemble de parties de E. Donc, bon, c'est bien évidemment une classe. Donc, tout d'abord,
c'est vrai que c'est une classe. Maintenant, montons d'un pas. Je vais aller pas à pas. C'est une classe, d'accord. Maintenant, après classe, qu'est-ce qu'il y a? Anneau. Est-ce que c'est un anneau? En gros, est-ce que c'est stable par union? Fini. Est-ce que c'est stable par différence? On va vérifier ça. En gros, pour savoir si c'est un anneau, il faut prendre A et B des parties de E. On prend A et B des parties de E. Si A et B sont des parties de E, c'est-à-dire si A et B sont inclus dans E, A inclus dans E et B inclus dans E, est-ce que A union B aussi est inclus dans E? Donc, en gros, c'est ça la question. Si, il faut voir si A stabilité par union. Donc, A union B. Bien évidemment, si A est une partie de E et que B est une partie de E, A union B aussi sera une partie de E. Donc, voilà. Donc, il y a stabilité par union. Donc, ça veut dire qu'il y a stabilité par union. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a stabilité par différence? Si A est une partie de E et que B est une partie de E, A privé de B, bah, c'est aussi une partie de E, non? Voilà. Si A est une partie de E, vous prenez A une partie de E, B une partie de E. La différence de deux parties de E va donner forcément une partie de E. Ça ne peut pas donner une partie d'un autre ensemble. Par exemple, si vous prenez une partie de R et B aussi, une partie de R, A privé de B ne va pas être, il est forcément aussi inclus dans R. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est vrai que c'est stable aussi par différence. Donc, c'est stable par union, c'est stable par différence. Donc, ça veut dire que oui, c'est un anneau. Oui, c'est un anneau. Vous comprenez ça? Maintenant, il faut passer encore à une étape différente. Maintenant, il faut parler d'algèbre. Est-ce que c'est une algèbre? Pour que un anneau soit une algèbre, il faut que l'ensemble lui-même soit dedans. Est-ce que, il faut voir ici, est-ce que E est dans P de E? Est-ce que E appartient? Est-ce que E est un élément de P de E? Est-ce que E est une partie de E? Oui, parce que E est inclus dans E, non? On sait que E est inclus dans E. E est une partie de lui-même, quoi. Donc, c'est évident que E est une partie de E. Donc, oui, oui, c'est une algèbre. Oui, c'est une algèbre. Donc, parce que E est une partie de E, c'est une algèbre. Maintenant, il faut voir, euh, il faut voir maintenant si c'est une tribu. Autrement dit, est-ce que c'est stable par réunion dénombrable? Est-ce que c'est stable par réunion dénombrable? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par réunion dénombrable? Là, il ne faut pas prendre deux éléments. Il faut prendre plusieurs éléments, c'est-à-dire une infinité d'innombrables d'éléments. Donc, vous allez prendre A1, A2, A3, A4, A5, ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas jusqu'à l'infini des parties de E. Voilà. On prend des parties. Est-ce que leur union est nécessairement une partie de E? Est-ce que l'union des AI, I éléments de N étoile, si ceux-ci sont des parties de E, leur union, que ce soit infini ou infini, c'est forcément aussi une partie de E, bien évidemment. Donc voilà, c'est donc stable par union dénombrable. Voilà, c'est ça la stabilité par union dénombrable. C'est stable par union dénombrable. Donc c'est vrai que c'est une tribu, ou bien c'est un sigma anneau tribu, c'est-à-dire c'est un sigma anneau. Donc voilà comment on peut répondre à ce genre de questions. Il faut aller pas à pas au niveau de la définition. Est-ce que c'est une classe à bord? Si c'est une classe, est-ce que c'est un anneau? Si c'est un anneau, est-ce que c'est une algèbre? Si c'est une algèbre, est-ce que c'est une tribu? Voilà. Donc si vous voyez que voilà, ça va jusqu'à la dernière étape, oui. Donc on peut maintenant venir répondre à la question. Donc A, l'ensemble P de E des parties de E est une algèbre, c'est vrai. Voilà. L'ensemble des parties finies de E est une tribu, c'est vrai. L'ensemble des parties finies de E, l'ensemble des parties. Bah, attention, il y a un petit problème ici. C'est que quelque part, on a ajouté fini. Voilà. Ici, on a dit l'ensemble P de E des parties de E, tout simplement. L'ensemble P de E des parties de E est une algèbre, c'est vrai. Mais si l'on dit l'ensemble des parties finies de E, donc il faut faire attention. Donc, au niveau de l'ensemble des parties finies de E, vous savez, si on prend l'ensemble des parties finies de E, en fait, il y aura un problème lorsqu'on met fini. Parce que quand je suis ici, quand je parle de la stabilité par union dénombrable, quand je parlais de la stabilité par union dénombrable, en fait, donc quand je parlais d'ici, voilà, quand je parlais d'ici, voilà, en fait, cette union ne sera pas forcément finie. Voilà, parce que quand on fait une union dénombrable d'ensemble fini, ça peut donner un ensemble infini. Exemple, quand on fait l'union des singletons n éléments de grand N, vous savez que ça va donner l'ensemble grand N lui-même. Singleton n est fini. Il a un seul élément, mais leur union est infinie. Donc, vous voyez que l'ensemble des parties finies de E n'est pas forcément stable par union dénombrable. Parce que quand tu fais une union dénombrable, tu peux tomber sur un ensemble fini ou infini. Donc, il y aura un problème en fait. Donc, quand on a dit l'ensemble des parties finies de E, ça ne sera pas une tribu. Mais c'est une algèbre quand même.
Voilà. Donc, le problème, c'est la stabilité par union dénombrable. Donc, c'est pour cela que, voilà, quand on ajoute fini maintenant, ça ne peut pas être une tribu, mais c'est une algèbre. Voilà, c'est un anneau. Donc, c'est vrai de dire que c'est un anneau. On pourrait même dire que c'est une algèbre. Ça serait aussi vrai. Voilà. Donc, les réponses qui sont vraies, c'est le A ici et le C. Nous passons maintenant à la question numéro 2. On prend E un ensemble non vide. B est une partie de E. On parle de l'attribut engendré par B. Bon, quand on parle de tribu engendré par un ensemble, comment est-ce que vous devez comprendre ça? Quand on parle de tribu engendré par une partie, voilà, c'est la plus petite tribu qui contient cette partie. La plus petite tribu, je dis bien la plus petite tribu. Bon, on usa souvent sigma de B pour dire tribu engendrée par B. Donc, comme je vous le dis, c'est la plus petite tribu, voilà, qui contient. Mais notez ça, hein, il faut noter ça. Bon, on ne doit pas suivre ces genres de vidéos de façon passive, juste en cherchant les bonnes réponses. Cela ne va pas marcher pour vous aurez NB. Bon, ok, je reviens ici. Donc, la tribu engendrée par B, c'est la plus petite tribu dans laquelle il y a B. Donc, quand je mets là, je mets d'abord B naturellement, comme je vous le dis. Maintenant, si vous vous arrêtez à B seulement, est-ce que ça serait une tribu? Non. Vous savez pourquoi ça ne serait pas une tribu? C'est vrai que ça sera stable par union. Parce que quand vous faites B union B là, ça va donner quoi? Ça donne B. Et c'est encore dans l'ensemble. Mais ça ne sera pas stable par différence. Parce que B privé de B donne quoi? L'ensemble vide. Alors qu'il n'y a pas l'ensemble vide dedans. C'est pour cela que pour avoir une tribu, il faut que vous ajoutez forcément l'ensemble vide. Voilà. Dans ce cas, bon, c'est vrai que ça sera au moins un anneau booléen. Parce que c'est ça à la fois par union, par différence. Voilà. Maintenant, bon, est-ce que ce n'est pas une algèbre? Parce que pour que ce soit une algèbre, il faut que E soit dedans. Voilà. Donc, avant d'être une tribu, il faut être quand même une algèbre. Donc, il faut que j'ajoute E. Mais quand j'ajoute E là, ça ne serait plus un anneau. Parce que il faut que ça ne serait plus stable par différence. Parce que quand tu fais E privé de B là, est-ce que c'est dedans? Non, ce n'est pas dedans. Ça doit être stable. E est dedans. E est dedans, B est dedans. Donc, E privé de B doit être dedans. C'est pour ça que je vais ajouter E privé de B. E privé de B, c'est ce qu'on appelle le complémentaire, hein. C'est le complémentaire de B dans E. Comme on a noté ici B comme ça, pour dire complémentaire de B. Donc, on doit ajouter le complémentaire de B. Vous allez voir que maintenant, ça vérifie toutes les conditions. Il est stable par union. Il est stable par différence. D'ailleurs, même si vous faites E privé du complémentaire de B, vous allez retomber sur B, hein. E privé du complémentaire de B, ça va donner B. C'est-à-dire, peu importe comment vous faites la différence, peu importe comment vous faites l'union, c'est dedans. E est dedans. Donc, tout est bon. C'est une tribu. Donc, la tribu engendrée par B, c'est ça. Quel est son cardinal? Il a combien d'éléments? On voit qu'il a 4 éléments, non? C'est ce qu'il note 2 au carré ici. Donc, on voit clairement que la bonne réponse, c'est le B. Voilà. Donc, la tribu engendrée par B a 4 éléments, tout simplement. Donc, vous pouvez vous amuser vous-même à chercher, par exemple, l'attribut engendré par deux ensembles, par exemple, disjoints. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, l'attribut engendré par les ensembles A et B. A et B sont des parties qui sont disjoints. A différents, A et B étant des parties disjoints. Vous pouvez chercher ça, par exemple. Bon, A différent de B, disons, bon, distincts plutôt, deux parties distinctes. Vous pouvez chercher, par exemple, l'attribut engendré par A et B. Donc, si vous voulez le faire, il faut qu'il y ait A dedans. Il faut que A privé de A soit dedans. Pour que ça doit être ça par différence. Donc, l'ensemble, il doit être dedans. Pour que ça soit une algèbre, il faut que E soit dedans. Pour que ça soit une algèbre. Maintenant, il faut que E privé de A soit dedans. Pour que ça soit différent, ça par différence. E privé de A, c'est complémentaire de A. Vous faites la même chose avec B, puisque l'attribut là doit contenir B. Donc, il doit avoir aussi, donc, E est déjà dedans. E privé de B, c'est ça qui est le complémentaire de B. Voilà. Donc, maintenant, il y a aussi d'autres choses qui doivent être dedans. Par exemple, A union B doit être dedans. A union B. Puis ça doit être stable par union, on le sait. A union B doit être dedans. Voilà. Quoi d'autre? On voit complémentaire de A union complémentaire de B. Ça doit être aussi dedans. Donc, il y a plusieurs cas possibles, quoi. Bon, la différence, par exemple, du complémentaire de A et du complémentaire de B. Ça doit être dedans. Complémentaire de A privé du complémentaire de B. Il doit y avoir A privé de B. Voilà, il y a plusieurs cas, quoi. Il doit y avoir B privé de A. Ici, il y a beaucoup de choses dedans. Il doit y avoir complémentaire de B privé même du complémentaire de A. Ouais, il y a beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas ce que je pourrais citer tout. Alors, mais quand même, vous avez compris l'idée. Il faut citer toutes les possibilités. Voilà. Stable par union. Il faut se baser sur l'union et la différence. C'est tout. Bon, ok. Donc, on a répondu quand même à notre question. J'essaie que vous avez compris quand même le principe. En ce qui concerne la définition de lambda class, dans le cours, on dit que M est un système de Dynkin ou une classe sigma additive ou encore
une lambda classe ici. Donc, une lambda classe, c'est une classe, voilà, une lambda classe sur M. Voilà. Une lambda classe sur E plutôt. M est une lambda classe sur E lorsque E appartient à M. Ensuite, on dit que M est stable par différence croissante. Différence croissante au sens où quand A est inclus dans B, B privé de A appartient à M. Donc ici, il y a la condition supplémentaire si A est inclus dans B, B privé de A dans M. On dit que M est stable par différence croissante. Ensuite, pour toute suite croissante A dans M, l'union de cette suite croissante doit être dans M. Donc, voilà, c'est ça une lambda classe. Une lambda classe est une classe qui vérifie ces trois conditions. Maintenant, il y a un théorème qui porte sur les lambda classes, appelé théorème de la classe monotone. Le théorème dit que quand on prend une lambda classe, voilà, si on prend M une lambda classe, c'est un ensemble E, et si C est inclus dans M, si C est une classe stable par intersection finie, alors l'attribut engendré par C est inclus dans M. Voilà, donc c'est ça le théorème. Donc, en gros, si une lambda classe contient, si la lambda classe M contient une classe qui est stable par intersection finie, alors l'attribut engendré par cette classe est incluse dans la lambda classe. Et donc, il faut connaître ce théorème. Bon, ça se démontre bien évidemment. Maintenant, nous allons juste l'utiliser pour pouvoir répondre à la question. Voilà. Donc, on dit que M est une lambda classe et C est inclus dans M. Vous voyez qu'on est dans les conditions du théorème. Voilà, on est dans, donc, d'après le théorème de la classe monotone, on peut déjà dire que l'attribut engendré par C sera inclus dans la lambda classe M si il y a une condition. C'est si quoi? Si C est stable par intersection finie. Si C est stable par intersection finie. Bon, donc il faut bien lire le théorème de la lambda classe. Voilà. Si C est une classe stable par intersection finie, donc la condition est très importante, il ne faut pas oublier. Donc, avant de dire que l'attribut engendré par C est inclus dans M, il faut s'assurer que C est stable par quoi? Par intersection finie. Voilà, donc c'est si C est stable par intersection finie. Voilà, c'est ça que vous avez compris. Donc, déjà, quand l'énoncé met sigma de C est inclus dans M, ce n'est pas vrai. Parce qu'on a dit nulle part que C est stable, aucune information sur le fait que C est stable par intersection finie. On a juste dit que C est inclus dans M. Donc, on ne prend pas. Parce qu'il manque la condition C est stable par intersection finie. Maintenant, on a dit que M est incluse dans sigma de C. En fait, nous savons que C est forcément incluse dans sigma de C. C'est évident. Voilà, puisque l'attribut engendré par C, c'est la plus petite attribut qui contient C. Donc, sigma de C contient C, ça on le sait. Voilà, sigma de C doit contenir C. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va contenir M. S'il contient C, ça ne veut pas dire qu'il contient M. Voilà. On ne peut pas dire qu'il contient C. C'est vrai qu'il contient C. Il contient C. Donc, il va contenir tout ce qui est plus petit que C. Rien n'indique qu'il va contenir M. Rien n'indique qu'il va contenir M. Donc, c'est aussi faux. Si on avait dit C inclus dans sigma de C, ça serait vrai. Voilà, donc la bonne réponse ici, c'est que aucune des réponses n'est correcte. L'attribut morélien de R est engendré par l'ensemble des Is de R, tels que A inférieur à Is inférieur à B, la classe des réunions finies d'intervalle, la classe d'intervalle de la forme moins infinie à Is. Aucune de ces réponses n'est correcte. Qu'est-ce qu'on appelle l'attribut borélien de R? Bon, dans le cours, il est écrit que on appelle tribut borélien sur R l'attribut BR engendré par la classe des parties ouvertes ou fermées de R. Donc l'attribut qui est engendré par les ouverts ou bien les fermés de R, c'est celle-là qu'on appelle l'attribut des boréliens, tout simplement. Donc l'attribut engendré par la classe des parties ouvertes ou bien fermées de R. Donc, si on prend par exemple l'ensemble des ouverts, vous savez que l'intervalle AB, bah, c'est un ouvert. L'intervalle BA plus infini, c'est un ouvert. L'intervalle moins l'infini à A, c'est un ouvert. Et maintenant, on peut prendre une union de ces choses-là. Ça donnera aussi un ouvert. Donc, l'attribut borélien, c'est l'attribut engendré par les ouverts. C'est-à-dire, par exemple, comme AB, BA plus infini est un ouvert, leur union est un ouvert. Et leur union, qu'est-ce que je dis? Leur union est un borélien. C'est-à-dire, un borélien
un borélien, c'est quelque chose qui peut s'obtenir à partir de ces ensembles-là, en faisant une union ou bien une différence. Donc, si je prends par exemple l'intervalle 3 à 4 union 10 à 12, c'est un borélien parce que c'est l'union de deux boréliens, voyez-vous. Donc, tout ce qui peut être obtenu à partir de cet intervalle en faisant des unions ou bien des différences là, c'est appelé un borélien. Maintenant, on peut démontrer que l'attribut engendré par les boréliens, c'est la même, l'attribut engendré par les ouverts, c'est la même chose que l'attribut engendré par les fermés. Voilà, je vais vous donner un exemple. Bon, lisons la proposition. Donc, on dit que l'attribut borélien est aussi engendré par la classe d'intervalle borné. C'est quoi un intervalle borné? Bon, par exemple, l'intervalle AB comme ça, c'est un intervalle qui est borné. L'intervalle AB comme ça, il est borné. AB comme ça, il est borné. Bon, pourvu qu'il y ait deux bornes réelles, quoi. Mais quand vous prenez ça là, par exemple, il n'est pas borné. Celui-là, il n'est pas borné. Vous voyez. Donc, on peut démontrer aussi que l'attribut borélien, c'est aussi l'attribut qui est engendré par les intervalles bornés. On peut aussi démontrer que c'est l'attribut engendré par l'analogie des réunions finies d'intervalles de la forme AB. On peut démontrer que c'est toujours l'attribut engendré par la classe des intervalles semi-ouverts, donc de la forme moins l'infini AB, ou bien A plus l'infini. Donc tout ça là, bon, ça marche. On peut faire la démonstration que tout ça là, ce sont les mêmes choses. Bon, la démonstration ne nous intéresse pas ici. Nous allons juste utiliser cette proposition. Donc cette proposition doit être connue. Vous comprenez ça, vous devez connaître un truc comme ça avant d'aller à l'examen, parce qu'on pourra vous donner un QCM qui porte sur ça. Donc revenons ici, on va essayer de choisir, voilà, laquelle correspond en fait aux choses que nous avons. Donc, il s'agit en fait de cette question. Donc, l'attribut borélien est engendré par l'ensemble des is. Déjà, il y a un problème. L'ensemble des is éléments de R, c'est un problème. Si on dit que par la classe, c'est pas par un ensemble de nombres réels. Une tribu est engendrée par une classe ou bien par un ensemble, mais pas par un ensemble de nombres réels. Donc, déjà, la façon dont ça commence là, je mets faux en même temps, peu importe ce qui va suivre. Voilà. Donc, la classe des réunions finies d'intervalle. Là, oui. Voilà. Puisque ça correspond en fait tout simplement à ceci. L'analogie des réunions finies d'intervalle de la forme AB. Ici, on a précisé. Mais là, on n'a pas précisé. Mais il n'y a pas de problème. Parce que les deux se rejoignent en fait. Voilà. Donc, la classe des réunions finies d'intervalle, bah, ça marche. Ça marche. Ça ne dit pas la classe des réunions finies d'intervalle. Donc, la classe des intervalles de la forme moins l'infini, donc des intervalles semi-ouverts. Donc, la classe des intervalles de la forme moins l'infini, ici, c'est aussi valable. Donc, celui-là, puisque ça correspond en fait à ce qu'il y a dans le cours. Donc, ce sont les deux réponses qui sont correctes, le B et le C. Donc, nous passons à la question numéro 5. Donc, nous prenons la question numéro 5. Donc, on a pris Bn, la suite des parties de R définie par. On a donné une suite en fait d'ensemble. C'est une suite d'intervalles. On a donné les B d'indices impairs, comme vous pouvez le voir. Et on a donné aussi les B d'indices pairs. Voilà. On demande de calculer limite inférieure, limite supérieure, limite. Bon, ok. Donc, rapidement. Commençons par la limite inférieure. La définition que vous devez connaître de la limite inférieure est celle-ci. Limite inférieure de Bn, c'est l'union de l'intersection des BK, K supérieur à N, N variant dans grand N. Bon, maintenant, de façon mnémotechnique, vous voyez, il y a ici N, je mets ici le symbole, en quelque sorte N, intersection, intersection. Bon, pour moi, c'est une façon d'avoir une façon mnémotechnique de retenir la chose et de ne pas confondre avec la limite supérieure. Voilà. Avec la limite supérieure, vous allez voir comment inverser juste les choses. Bon, ok, donc c'est juste une façon mnémotechnique. Donc, une fois que vous avez ça, l'intersection des BK, K supérieur égale à N. En fait, il nous sait ici à donner les BK pour les B pairs, pour les K pairs et pour les K impairs. C'est-à-dire, il a donné B de K moins 1 et B de K. Donc, pour l'intersection des BK, vous allez scinder ça en deux types d'intersection. L'intersection des B d'indice pair, mais attention, le rang doit dépasser N. L'indice doit dépasser N. Maintenant, inter les B, inter l'intersection des B d'indice impair. C'est pour cela que nous allons l'écrire comme ceci. Voilà. Donc, les BK, vous voyez qu'on a écrit les BK comme intersection de deux choses. Voilà. Donc, j'ai pris l'intersection ici des B d'indice impair, vous voyez, les 2K moins 1. Mais comme je l'ai dit, les rangs doivent dépasser N. 2K moins 1 doit dépasser N. Donc, inter mettant les B d'indice pair, donc les B de K. Le rang aussi doit dépasser N. Donc, il faut juste s'assurer de ça. Après ça, il faut calculer chaque intersection. Donc,
Donc, il faut calculer cette intersection d'abord dans une première partie et ensuite dans une seconde partie, on va calculer l'autre intersection. Donc, prenons la première partie. Donc, l'intersection des B de K moins 1. Voilà. Donc, on prend cette première partie. On sait que 2K moins 1 doit dépasser N. Hein. Mais celui qui dit 2K moins 1 dépasse N dit la même chose que celui qui dit que K est supérieur ou égal à N plus 1 sur 2. Maintenant, les B de K moins 1, l'énoncé l'a donné. L'énoncé a donné la formule de B 2N moins 1. Donc, vous devez remplacer juste le N par K. Voilà donc. Une fois que vous avez ça, comment calculer une intersection infinie? C'est juste le problème qui reste. Ce n'est pas un problème compliqué en fait. Parce que, essayons de suivre les variations de moins 2, moins 1 sur K. D'abord, lorsque K augmente, 1 sur K diminue. Voilà, l'inverse, voilà, c'est évident. Donc, 1 sur K va diminuer. Et lorsque 1 sur K diminue, l'opposé, lui, il va augmenter. Moins 1 sur K va augmenter. Donc, moins 2, moins 1 sur K va augmenter. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris ce raisonnement, vous pouvez juste dériver moins 2, moins 1 sur X. Vous pouvez dériver cela en prenant X comme étant une variable réelle ou positive. Donc, faites une dérivation simple et vous allez trouver, il me semble, 1 sur X carré qui est positif. Donc, cela vous permet de conclure rapidement à la croissance de moins 2, moins 1 sur K, de toute façon. Donc, moins 2, moins 1 sur K, ça croît. Mais ça tend vers quelle valeur, en fait? Quand K tend vers l'infini, 1 sur K tend vers 0, ce qui fait que ceci tend vers moins 2. Donc, je fais une représentation sur une droite réelle pour qu'on visualise la situation. Donc, moins 2, moins 1 sur K, ça croît. Ça croît. Donc, ça prend des valeurs de plus en plus grandes. Et ces valeurs de plus en plus grandes se rapprochent de moins 2. C'est ce que nous allons représenter, en fait. Donc, moins 2, moins 1 sur K, ça croît. Et ça prend des valeurs de plus en plus proches de quoi? De moins 2. Voilà donc. Maintenant, comme ça prend des valeurs de plus en plus proches de moins 2, je vais faire cette représentation comme ça. Donc, moins 2, moins 1 sur K, bon, la valeur suivante, elle est devant. C'est-à-dire qu'on remplace K par K plus 1, on a moins 2, moins 1 sur K plus 1. Voyez-vous? Maintenant, on va faire l'intersection visuellement. Donc, vous allez faire, comme on le voit, moins 2, moins 1 sur K, comme ceci. Moins 2, moins 1 sur K à 1. Vous allez faire ça inter. Moins 2, moins 1 sur K plus 1 à 1. Inter, donc là, l'intersection va être comme ça, quoi. Inter, 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 inter. Vous voyez qu'au final, quand l'intersection continue, ça donne au final l'ensemble moins 2 à 1, tout simplement. Ça donne l'ensemble moins 2 à 1. Au final, à l'infini, voilà. On est d'accord. Puisqu'on est d'accord que l'intersection de moins 2, moins 1 sur K à 1 et de moins 2, moins 1 sur K plus 1 à 1, ça va donner moins 2, moins 1 sur K plus 1 à 1. Ainsi de suite jusqu'à ça va donner moins 2 à 1. Est-ce qu'il faut fermer sur moins 2 ou ouvrir sur moins 2? Il faut fermer sur moins 2. Pourquoi est-ce qu'il faut fermer sur moins 2? Parce que moins 2 appartient. Vous voyez clairement que moins 2 appartient à l'ensemble B de K moins 1. Non? Moins 2 est dedans. Donc, quel que soit K supérieur à N plus 2. Donc, il faut fermer sur moins 2. C'est pour cela que je dis que c'est l'intervalle moins 2 à 1. Fermé, bien évidemment. Vous faites la même chose pour l'autre. Voilà. Vous remplacez B de K et vous allez calculer cette intersection. Il faut que vous vous intéressez à la croissance ou bien à la décroissance de cette fonction. Chose qu'on visualise assez rapidement. Quand K augmente, K carré augmente, son inverse diminue, ce qui fait que 2 plus 1 K carré diminue. Et lorsque K tend vers l'infini, 2 plus 1 sur K carré tend vers 2. Ceci sera représenté sur une droite, donc réelle, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Donc les 2 plus 1 sur K carré, ça diminue cette fois-ci. Donc ça prend des valeurs de plus en plus petites. Donc c'est ce qui veut dire que lorsqu'on va remplacer K par K plus 1, ça sera encore plus petit. On place K par K plus 2, ça sera encore plus petit. Et tout ça là, ça tend vers 2 en fait. Voyez-vous, donc il faut faire l'intersection. Donc on fait cet ensemble inter, celui-ci, ça va donner moins 1 à 2 plus 1 sur K plus 1 carré. On fait encore l'intersection. Ainsi de suite. Vous voyez qu'au final, on va tomber sur l'ensemble moins 1, 2. Il faut fermer sur 2, n'est-ce pas? Parce que 2 appartient à chacune, à ces intervalles. 2 est dans l'intervalle. Ceci est valable quel que soit K. Donc c'est pour ça qu'il faut... Nous allons maintenant passer au calcul de la limite supérieure. Donc la limite supérieure, elle est définie comme l'intersection de l'union des BK. On voit que, bon, de façon mnémotechnique, c'est comme si l'union le met à la deuxième position. Hein. Le U, quoi. Vous aurez compris. Maintenant, donc on remplacera les BK là-dedans, dans notre expression. Donc, on place BK. Donc, on écrit ça comme l'union des B d'indice pair et des B indices impairs. Donc, ensuite, il faut calculer chaque union. Donc, on commence par l'union des B indices impairs. Voilà, donc, les B indices impairs, c'est ceci. Donc, on fait la représentation graphique, bon, comme avant. Hein. Voilà, donc, les moins 2, moins 1 sur K, bon, ça croît vers moins 2, comme on l'avait dit.
Ce qui fait que l'union va donner quoi au juste? Donc ici, c'est intéressant de voir ce que l'union va donner. Vous voyez que moins 2 moins 1 sur K, moins 2 moins 1 sur K à 1, bah, ça contient moins 2 moins 1 sur K plus 1 à 1. Et ça va continuer aussi les autres, hein. Le plus grand des ensembles, c'est le premier, quoi. Le plus grand, c'est le premier. Les autres sont petits, sont plus petits que lui. Ce qui fait que quand on va faire l'union, ça va donner le premier. Ce n'est pas l'interaction qu'on fait. L'interaction allait donner le dernier. L'union lui va donner le premier ensemble, c'est-à-dire moins 2 moins 1 sur K à 1. Non, mais K ici, ça c'est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2. Donc il faut prendre le K le plus proche de n plus 1 sur 2. Donc comme K dépasse ici n plus 1 sur 2, donc K est quelque part ici, il faut prendre pour K la valeur la plus petite qui dépasse n plus 1 sur 2. Donc c'est ça que j'appelle UN. UN désigne ici le plus petit entier qui est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2. Donc vous donnez à K cette valeur, c'est ce que l'union va donner en fait. Donc vous allez faire la même chose pour l'autre union, l'union des B d'indice pair. Vous allez faire la même chose donc pour l'autre. Donc, vous étudiez également les variations et vous verrez aussi pour la même raison que l'union va donner moins 1 à 2 plus 1 sur Vn carré, où Vn quoi? Vn ici désigne le plus petit entier qui est supérieur ou égal à n sur 2. Donc, ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre Vn. Vn, c'est le plus petit entier qui est supérieur ou égal à n sur 2. Voilà. Donc, plus que les 2 plus 1 sur k carré sont en train de décroître, voyez-vous. Donc, l'union, on va faire cet ensemble, l'union, celui-ci, union. Vous voyez que l'union va donner le premier ensemble. C'est pour cela qu'on a écrit ça. Donc, enfin, il faut maintenant regrouper les deux résultats qu'on a obtenus. Voilà, il faut regrouper les deux résultats. Donc, qu'avons-nous obtenu pour les B2K-1 et les B2K, leur union? On avait obtenu ceci. Donc, il faut faire l'union des deux ensembles. Donc, il faut faire l'union moins 2 moins 1 sur n. Bon, moins 2 moins 1 sur n est plus petit que moins 1, qui est plus petit que 1, qui est plus petit que 2 plus 1 sur n carré. Donc, vous faites l'union des deux ensembles. Ça va donner le grand ensemble, vous voyez, c'est une union qu'on fait. Ça va donner le plus grand ensemble là. Donc, ça va donner moins 2. Dans cette union-là, comme vous le voyez, ça va faire moins 2 moins 1 sur n à 2 plus 1 sur n carré. Il faut chercher l'intersection de ces intervalles-là. Notez que ici, UN est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Vn, j'avais dit que c'était le plus petit entier qui est supérieur à n sur 2. Vous allez voir que, comme n tend vers l'infini, UN va tendre vers l'infini. C'est un des théorèmes de comparaison, puisque UN dépasse n plus 1 sur 2. Alors que n plus 1 sur 2 tend vers l'infini. Donc, UN tend vers l'infini, Vn tend vers l'infini. Maintenant, vous savez, moins 2 moins 1 sur n là, c'est une suite qui décroît. Alors que 2 plus 1 sur n carré, moins 2 moins 1 sur n, c'est une suite qui croît plutôt. Et 2 plus 1 sur n carré, c'est une suite qui décroît. Donc, l'un croît vers moins 2, puisque un tend vers l'infini. Vous devez savoir que un tend vers l'infini. Donc, 1 sur n tend vers 0. Donc, celui-là tend vers moins 2, alors que l'autre tend vers 2. Voilà, donc, on va faire l'intersection à l'infini. Ça va donner l'intervalle moins 2 à 2. On doit fermer sur moins 2 et fermer sur 2. Puisque moins 2 et 2 appartiennent à tous ces ensembles-là. Moins 2 et 2 appartiennent à ces ensembles. C'est pour cela que, quand on passe à l'intersection, ça va nous donner quel ensemble au final? Ça va nous donner l'ensemble moins 2. La limite supérieure, hein. Excusez-moi, c'est une limite supérieure que nous calculons, hein. Donc, ça va donner l'intervalle moins 2 à 2. Donc, fermé. Donc, déjà, on peut choisir les bonnes réponses ici. Donc, celui-là, il est vrai, celui-là, il est correct. Maintenant, il reste à répondre à la dernière question. Là, on parle de la limite de Bn. Voilà. Là, on parle de la limite de Bn. En fait, comment est-ce qu'on définit la limite d'une suite? Quand on parle de limite, tout simplement, là. Quand on parle de limite de Bn, voilà. On définit la limite de Bn lorsque la suite d'ensemble est soit croissante, soit décroissante. Par exemple, si on vous dit quelle est la limite de la suite d'ensemble moins n à n. Vous savez que si vous prenez moins 1 à 1, il est inclus dans moins 2 à 2, n'est-ce pas? Moins 2 à 2 est inclus dans quoi? Dans moins 3 à 3. Moins 3 à 3 est inclus dans moins 4 à 4. Donc, ce qu'on peut définir une limite. La limite sera définie comme vous faites tendre n vers l'infini, ça va donner moins l'infini à quoi? Dans ce genre de cas, on peut définir une limite. C'est-à-dire, lorsque vous êtes face à une suite d'ensemble qui croît, si la suite d'ensemble croît, donc ce qu'on peut définir une limite. Voilà. Donc, c'est lorsque vous êtes face à une suite croissante qu'on définit une limite, quoi. En général, c'est comme ça que l'on fait.
Donc ici, est-ce que la suite BN est croissante? On va ensemble vérifier ça. Est-ce que la suite BN est croissante? Pour cela, on va calculer quelques valeurs. Donc, par exemple, si vous calculez B d'indice 1, donc B d'indice 1 se calcule à partir d'ici en remplaçant N par 1. On va remplacer dans cette formule N par 1. Comme ça, vous aurez 2 moins 1, 1. Donc, ça sera égal à donc, moins 2 moins 1. Donc, vous aurez moins 3 à 1. Ça, c'est bien 1. Si vous calculez B indice 2, ça se calcule ici en remplaçant N par 1 aussi. Ça donne moins 1 à l'ensemble 2 plus 1, ça fait 3. Déjà, vous voyez que B1, sur une droite, B1 c'est moins 3, 1. Alors que l'autre c'est moins 1 à 3. Donc moins 1 à 3. Vous voyez qu'aucun n'est inclus dans l'autre. On ne peut pas dire que B1 est inclus dans B2 ou bien que B2 est inclus dans B1. C'est-à-dire la suite n'est pas croissante. Donc ce qu'on ne définit pas de limite. Pour définir la limite d'une suite d'ensemble, il faut que la suite d'ensemble soit croissante, quoi. Donc on ne peut pas. Ici, la limite n'existe même pas. On ne peut pas définir une limite. On parle de limite lorsque la suite d'ensemble est croissante, en fait. Donc ce qui fait que ceci n'est pas correct. Donc c'est celui-là. La limite inférieure, on a trouvé moins 1. La limite supérieure, on a trouvé moins 2. Donc voilà pour cette première partie des questions 1 à 5 de l'examen 2021. Donc dans la prochaine vidéo, nous traiterons les questions 5 à 10 et dans la dernière, les questions 10 à 13. Voilà. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande vivement de vous abonner parce que ce n'est pas toutes les vidéos que nous publions gratuitement. Voilà. La grande partie, je dirais même 80%, sont disponibles en vidéo privée, accessible à un prix très, très réduit de 6 000 francs CFA. 6 500, que dis-je? À la prochaine.